soutenir et valoriser les entreprises du transport routier de marchandises, donc pour un transport durable, c'est ce que nous avons vu. Je reviens aux nouvelles technologies. Les géants de la nouvelle économie que nous avons évoqués ce matin, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ont de l'intérêt pour ce que vous transportez. Pas uniquement parce que vous transportez des marchandises, mais aussi parce que vous transportez des informations précieuses, des données. L'enjeu, et croyez-moi, c'est vraiment un enjeu de souveraineté, un enjeu capital, c'est de rester maître de ces datas qui seront, dit-on, puisqu'on vient d'en parler, le pétrole du XXIe siècle. Autre enjeu des nouvelles technologies, pouvoir s'approprier tous les outils qui vous permettront d'améliorer votre productivité. Et dans ce domaine, la Fédération nationale des transports routiers joue son rôle de vigie et vous accompagne. Les secteurs de mobilité sont le terrain de développement des nouvelles technologies, la nouvelle économie. Le secteur du transport routier de marchandises est particulièrement concerné. La Fédération nationale des transports routiers entend que la profession puisse rester maître de ces évolutions en anticipant et en accompagnant les entreprises. Pour comprendre les sujets, savoir comment les appréhender, éclairer les thématiques d'après-demain, la FNTR crée une commission digitale. Mais en quoi le digital et les technologies sont importantes pour le secteur du TRM ? Le transport routier évolue, mais évolue dans un monde qui aujourd'hui est énorme et qui aujourd'hui devient digital et numérique. Faire une commission pour pouvoir enfin disposer d'outils pour le transport routier. Aujourd'hui, c'est pour la performance, la sécurité, la traçabilité, la qualité et les délais. En fait, c'est une aide pour les transporteurs. Ce n'est pas du tout une contrainte. Et le but de la commission, c'est justement pour aider les transporteurs qui ont des difficultés à rentrer dans le système, de venir, de les aider, d'essayer de voir un petit peu tout ce qui existe et de les diffuser aux adhérents. Je pense que la chose est simple, par contre, il ne faut pas louper le coche. Tout au long de l'année, la FNTR est très active sur les sujets qui impactent et impacteront très vite notre secteur. La blockchain est une révolution majeure sur laquelle nous ne sommes qu'au début des recherches et de ses multiples applications. La FNTR a d'ailleurs initié un groupe de travail sur la blockchain transport. Ce sont vraiment 2 jours très intenses d'abord et très intéressants parce que c'est vrai qu'au niveau de la FNTR, on était déjà très impliqués dans les travaux sur la blockchain, entre autres. Et c'est vrai que ça permet de rencontrer un certain nombre de gens qui peuvent nous permettre de mettre un petit peu entre ce qu'on souhaite au départ et là où on veut arriver, ce qu'il faut faire pour justement arriver à une blockchain globale transport. Avec l'UNC FACT, l'organisme des Nations Unies qui encourage une étroite collaboration entre les gouvernements et les entreprises pour assurer l'interopérabilité des échanges d'informations, la FNTR travaille depuis avril 2017 à un groupe dédié à la blockchain avec pour mission de réaliser un livre blanc estampillé Nations Unies avec des cas d'usage précis dans le TRM. Dans le cadre de la course mondiale aux véhicules autonomes, la FNTR participe activement au groupe de travail sur le sujet avec l'Union routière de France. Elle s'implique aussi dans les travaux sur la vie robomobile mise en place par la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer. Le 19 janvier 2017, la FNTR, avec l'IRU et l'ASTIC, a inauguré le premier transport de marchandises par route transfrontalier avec la lettre de voiture électronique. Simplification en termes de traitement et bien évidemment de qualité même de l'information qui peut être indiquée sur la lettre de voiture puisqu'elle est rédigée de manière totalement électronique et dématérialisée. C'est aussi un gain en termes de rentabilité pour l'entreprise puisque le fait d'avoir cette lettre de voiture électronique dématérialisée qui, je le rappelle, n'est pas qu'une simple dématérialisation du document mais qui gère aussi un certain nombre d'échanges d'informations entre l'ensemble des acteurs du transport en temps réel, c'est aussi donc la possibilité de facturer
immédiatement des réceptions de l'information en temps réel, donc de la livraison de la marchandise, et donc bien évidemment de ne plus avoir à attendre en tout cas le retour des conducteurs à la base pour pouvoir récupérer les documents de transport signés et validés par le destinataire. Durant l'année écoulée, la FNTR n'a cessé sur le plan national, mais aussi en région, d'alerter sur les troubles à l'ordre public générés par les plateformes digitales. Des plateformes digitales qui, pour certaines, favorisent l'exercice illégal de la profession de transporteur. La FNTR sera vigilante à ce que les règles d'accès à la profession soient respectées par les plateformes digitales qui peuvent amener un potentiel de croissance non négligeable pour les entreprises, mais il faudra que ces règles soient respectées par tous pour qu'il n'y ait aucun trouble à l'ordre public avec du potentiel exercice illégal de la profession de transport routier et de commissionnaire. Le secteur des transports routiers doit rester à l'avant-poste de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre. Pour cela, la FNTR continuera d'accompagner ses adhérents dans les mutations numériques et technologiques. Les nouvelles technologies, les plateformes d'intermédiation, les véhicules autonomes, le digital, la blockchain, autant d'éléments que nous avons déjà évoqués, dans cet univers changeant que les Américains qualifient de VUCA. C'est un acronyme qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Quel peut être le rôle du régulateur français et européen? Comment peut-il appréhender ces mutations et accompagner les entreprises? Je vais demander à François Poupart de me rejoindre. Monsieur Poupart, le monde qui se prépare, qui est déjà là, a été décrit tout au long de cette journée. La transformation numérique, ses contraintes, les plateformes d'intermédiation, un espoir mais en même temps des craintes, comme vous l'avez vu. Ce sont des plateformes qui mettent en relation le chargeur et le transporteur. Comment le régulateur que vous êtes appréhende-t-il ce phénomène en général et en particulier, évidemment pour ceux qui sont là, pour le transport routier de marchandises? Alors, merci de cette question, qui est une question importante. Alors d'abord, je voudrais dire que il ne vous a pas échappé que le gouvernement a lancé les Assises de la mobilité le 19 septembre dernier. Alors les Assises de la mobilité, c'est un titre qui regroupe plusieurs démarches. Il y a des démarches de réflexion sur les nouvelles mobilités. Alors on parle là surtout des mobilités de personnes. Une démarche sur les grandes infrastructures et sur le choix qu'il faudra faire sur les grandes infrastructures pour aboutir à une loi de programmation des infrastructures en début d'année prochaine. Une démarche aussi sur l'ouverture à la concurrence et puis une démarche sur la logistique qui est en quelque sorte la poursuite ou la suite de France Logistique 2025, mais appliquée en mode, si je puis dire, assise de la mobilité et nouvelles technologies. L'idée, effectivement, c'est d'anticiper et de se préparer à l'avenir en intégrant, en faisant sien ces nouvelles technologies, même si, comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de domaines. Des questions, en tout cas. Des questions, mais ces sujets nécessitent de s'y engager de manière résolue. Alors, sur les plateformes, je crois que là aussi, on a un rôle, pas simplement de regarder les innovations, mais aussi, comme vous l'avez dit, de régulation. Alors, les plateformes, c'est à la fois des menaces et des opportunités. Ces opportunités parce que ça permet de rapprocher l'offre et la demande. Ça permet, en temps réel. Voilà, en temps réel, ça permet d'avoir un accès meilleur au marché pour les petits transporteurs, ça permet d'être plus fluide, ça permet d'optimiser la charge des poids lourds, ça permet de rouler moins à vide, enfin ça a beaucoup de vertus. Ça a aussi des risques et des menaces sur le secteur, ça peut tirer les prix à la baisse, comme l'a dit votre reportage, ça peut provoquer un certain nombre de comportements déviants, et voire même des comportements délictueux. Prédateurs, absolument. Ouais. Donc, alors, c'est un sujet qu'on connaît bien à la DGTM puisque, vous le savez, nous avons dû jouer ce rôle de vigie et de régulateur pour le transport de voyageurs, puisque les voyageurs ont un tout petit peu anticipé les marchandises avec des grandes plateformes comme Uber, Eats, etc., qui se sont amusés à ubériser, le terme est de rentrer dans le langage commun maintenant, les transports particuliers de personnes. Donc nous avons en fait un curseur que nous réglons. Commençons par vigiler, par surveiller le secteur et regarder ce qui s'y passe. Quand on voit un certain nombre de dérives, on discute, on essaye de réguler, et puis si les dérives continuent, alors on réglemente, voire on légifère.
Ça a été la démarche qui a eu lieu dans les 2 dernières années sur les transports particuliers de personnes, avec différentes lois, et puis aussi une prise en charge de la profession par elle-même, des examens d'entrée à la profession de chauffeur de T3P, pardon, Oui. organisés par la profession elle-même. Donc c'est un dialogue. Nous sommes persuadés que nous ne sommes plus dans une période où l'État souverain dira qui a droit de faire telle et telle chose. Tout ceci doit résulter d'un dialogue entre, d'une part, le régulateur, d'autre part, les transporteurs, et puis aussi les plateformes, parce que les plateformes, ça n'est pas, comme je l'ai dit au début, que du mal. Hein. Ça peut aussi apporter... Ça peut être du bien, mais vous savez, la difficulté de tous ces opérateurs qu'on appelle OTT, over the top, c'est qu'en réalité, ils descendent avec le fil numérique et ils inondent les territoires et ils échappent en général aux réglementations nationales, puisque vous avez prononcé les noms de ces entreprises, Uber, Google, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup d'efforts produits aujourd'hui par Madame Vestager à l'échelon européen pour essayer de réguler ces grands acteurs. C'est compliqué quand même. Et est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un danger de monopole? Vous savez comme moi que qui garde les portes du château contrôle le château. C'est un peu ça, finalement, l'équation. Je crois que le plus grand risque, en fait, de la profession de transporteur, avant même le risque de l'ubérisation, qui est plutôt un risque pour la profession de commissionnaire, en vérité, mais le risque pour la profession de transporteur, c'est l'exercice illégal, voire le travail dissimulé. Hein. Et ça, c'est un risque qu'on connaît d'ores et déjà aujourd'hui, avec des chauffeurs qui ne respectent pas les réglementations sur le cabotage, qui ne payent pas leurs charges sociales, avec un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas leur siège social en France, mais qui viennent y faire de la prédation. Il n'y a pas besoin des plateformes pour faire ça. Ça existe d'ores et déjà. Et je pense que, alors, le risque, c'est effectivement que les plateformes industrialisent ces processus. Hein, mais dans le transport routier, ces processus existent déjà de manière forte et nous exerçons, l'État, enfin à travers les DREAL, exerce le contrôle des transports terrestres sur le territoire, à la fois en bord de route et aussi dans les entreprises. Alors je crois que ce contrôle va nécessairement changer un tout petit peu de nature avec ces plateformes. Il va falloir contrôler les plateformes, voir quel est le contrat que les plateformes ont avec les transporteurs, quel type de transporteurs utilisent ces plateformes. Mais si vous voulez, on a déjà une pratique de contrôle de l'exercice illégal de la profession de transporteur. Sur une question qui a été souvent posée, la maîtrise de la data, la maîtrise de la donnée, comment voyez-vous évoluer la géographie du marché et quel est l'enjeu ? L'enjeu est considérable. Aujourd'hui, effectivement, vous avez prononcé des noms comme blockchain, etc. Je crois que la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que la logistique ? Aujourd'hui, la logistique, ça reste encore une succession d'opérations distinctes, et puis avec de bout en bout un client et puis un logisticien. Certains grands logisticiens ont intégré l'ensemble de la chaîne logistique, avec différentes opérations, mais qui sont dans une chaîne, et des systèmes d'information de plus en plus intégrés. La question, c'est est-ce que ces systèmes d'information, à un moment donné, sortent du domaine réservé du logisticien pour devenir accessibles à un certain nombre d'acteurs numériques. Alors, derrière, il y a la question de... bien sûr, les grands logisticiens ont des systèmes d'information qui sont verrouillés, qui sont propriétaires, mais il y a aussi la question du verrouillage en soi de l'information, et c'est là qu'on commence à parler de blockchain. Alors ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une exploration nécessaire, parce que la blockchain, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est une série de coffres-forts numériques où l'information s'implémente au fur et à mesure des différentes opérations, mais tout coffre-fort, si j'ose dire, possède son voleur. Et même en matière d'informatique, où la blockchain existe déjà, il y a déjà des codes qui ont été craqués, si vous voulez. Donc, avant de se précipiter dans des choses qui pourraient être finalement assez dangereuses pour tout le monde, il y a une nécessité probablement d'expérimenter, d'explorer et de voir ce qu'il y a derrière les mots. Qui peut avoir intérêt à craquer ces codes ? C'est toujours l'intérêt qu'ont les grands acteurs numériques de désintermédier une profession, si vous voulez, hein, de mettre directement en contact le client final et le fournisseur initial. Et du coup, tous les acteurs intermédiaires de la chaîne logistique deviennent en quelque sorte des sous-traitants de l'acteur numérique. Hein. Une autre question sur ce point, un peu plus technique. Il y a un vrai danger avec le cloud, selon vous ? Une partie des données sont logées dans le cloud. Je précise ma question. Il y a une loi américaine qui s'appelle le Patriot Act
qui peut être actionné pour des raisons multiples. En tout cas, c'est plutôt le fait du prince. C'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement l'objet d'une logique politique. Ça peut également être utile dans un cadre concurrentiel pour aller piller les données des concurrents. Est-ce qu'il faut, selon vous, s'en méfier ? Je pense que le cloud existe déjà. Oui. Et vous avez déjà des acteurs qui posent leurs données. D'ailleurs, elles ne savent pas forcément où elles sont, les données. Vous louez des espaces à un certain nombre d'acteurs qui ont des serveurs, et puis vous mettez vos données à l'extérieur de votre entreprise. Dans des fermes informatiques. Voilà, dans des fermes informatiques. Vous posez là une question assez traditionnelle de sécurité de cet entreposage, et puis de souveraineté nationale. Effectivement, vous pouvez avoir des pays indélicats vis-à-vis de ce genre de choses. Mais je pense que la blockchain, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, l'information, elle est sur la puce qui est sur le container, si vous voulez. Hein. Mais est-ce que cette information est inviolable ? C'est quand même une vraie question. Alors, en quoi ces nouvelles technologies, on a entendu le mot, la formule lettre de voiture électronique, la blockchain, le chronotachygraphe numérique, peuvent-elles améliorer le contrôle et à quelle échéance on peut les intégrer ? Alors, je vais prendre quelques exemples très concrets. Bon, on a un travail très important avec la Fédération nationale des transports routiers, et que je remercie pour ça, sur la lettre électronique qui permet la lettre de route électronique qui permet de dématérialiser le document qu'ont tous les transporteurs à bord du poids lourd et qui permet des contrôles plus rapides, qui permet je dirais une manipulation plus facile par les opérateurs, et qui permet peut-être même une forme d'interopérabilité entre les pays sur la lettre électronique. Alors, je crois beaucoup à ça. La France est en avance au niveau européen là-dessus. On travaille beaucoup avec les Belges. Nous allons faire une démarche au niveau européen avec les pays de l'Alliance du routier pour développer cette technique qui permettra finalement de constituer, je l'espère en tout cas, un bloc de pays rénans avec un système de lettre de voiture électronique facilement transportable par l'opérateur et facilement contrôlable par les autorités. Et donc, vous savez, nos contrôleurs des transports terrestres, quand ils feuillettent les lettres de voitures en bord de route, vous avez des documents qui sont écrits en cyrillique dans toutes les langues européennes. Un contrôleur des transports terrestres, il faut qu'il parle au moins 3 ou 4 langues. Voilà. Alors une fois que tout ceci est rendu électronique, ça facilite, ça va plus vite et ça sécurise les opérations. Deuxième exemple, c'est les nouvelles générations de chronotachygraphes, eux aussi électroniques et géopositionnés, qui permettent à la fois un meilleur suivi par l'entreprise de ces convois, exactement, et puis qui permettent un meilleur contrôle, non seulement au moment où vous contrôlez, mais sur toute la durée du transport, puisque vous avez l'historique de la géoposition, et vous pouvez voir si le transporteur fait une activité de cabotage illégal, par exemple, et ça rendra beaucoup plus facile les contrôles. Et c'est une façon aussi de numériser le contrôle qui n'a pas de raison d'être en dehors de... les opérations de contrôle n'ont pas de raison d'être en dehors de ce genre de modernité. Voilà. Le troisième exemple, et je le cite rapidement, mais on y reviendra peut-être avec vos questions, c'est le véhicule autonome. Là aussi, vous y avez fait allusion. Donc le véhicule autonome, c'est un sujet qui ne concerne pas que les poids lourds, naturellement. On y travaille beaucoup au niveau national. Je suis heureux de dire que c'est un domaine où les administrations coopèrent de manière fluide, puisque nous travaillons avec le ministère de l'Industrie, la Direction générale des entreprises, et le ministère de l'Intérieur, la Direction de la sécurité routière, pour simultanément faire en sorte que la France soit un pays innovant en la matière, que nous poussions des expérimentations nouvelles, mais tout ceci en respectant la sécurité routière, parce que nous avons une pleine conscience de ce que si nous avons un accident avec une expérimentation mal maîtrisée, ça peut nous faire 10 ans de recul. Oui, si ce n'est plus. Et voilà, et ça peut être terrible. Donc on a une méthode d'innovation qui est ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire qu'on essaye, on apprend. Tout ceci est très cohérent d'ailleurs avec la technologie, qui est une technologie d'intelligence artificielle. Donc à bord des véhicules autonomes, vous avez un cerveau électronique qui apprend au fur et à mesure qu'il accumule de l'expérience. Et c'est comme ça que nous avançons. Nous allons très prochainement publier un décret, qui est en phase finale d'instruction avec le Conseil d'État, un décret qui va permettre de modifier ce qu'est une fonction d'autonomie. Une fonction d'autonomie, avant ce décret encore aujourd'hui, c'est une fonction dont votre voiture est dotée, mais qui ne vous exonère nullement d'être pleinement attentif à 100% du temps sur l'acte de conduire.
désormais, vous pourrez relâcher votre attention. Voilà. Donc c'est un peu le frottement du connu et de l'inconnu, une méthode scientifique. C'est ça. Alors c'est on essaye. l'abduction, hein, on va au réel, on revient à la théorie, etc. Et il faut faire attention, dans l'intervalle, de ne pas mettre les usagers en danger. Alors c'est la même chose pour les poids lourds. Je sais qu'il y a des expérimentations importantes, intéressantes sur les poids lourds. Je pense bien sûr au platooning. Je pense aussi à des expérimentations qui sont en train d'être développées, enfin plus exactement expérimentées avec la RATP, qui va faire des garages autonomes. C'est-à-dire que vous aurez les autobus qui arrivent au garage et qui se rangeront à 2 cm les uns des autres de manière automatique pour optimiser, je dirais, cette opération qui consiste à mettre tous les autobus au dépôt et qui est toujours un petit peu délicate. Donc ce que je crois, c'est qu'on n'aura pas des véhicules autonomes tout de suite, mais on aura de plus en plus des véhicules dotés de fonctions d'autonomie de plus en plus larges et de plus en plus généralisées. Vous voyez une évolution par palier ? Je vois en fait différents cas d'usage. Vous aurez des cas d'usage où les fonctions d'autonomie ont un modèle économique. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Vous aurez le modèle économique de la grosse berline, de préférence allemande. Vous avez une fonction d'autonomie qui est un petit plus de confort pour les passagers qui font des longues distances. Mais vous aurez aussi la fonction d'usage du Parisien qui a une petite voiture et qui aimerait bien lâcher son volant pour se raser quand il est sur le périphérique. Et ce cas d'usage, je suis sûr que vous trouverez un marché de personnes prêtes à payer. Et puis vous aurez aussi le cas d'usage du taxi ou la navette de transport collectif, parce que le véhicule autonome vous permettra d'économiser de la charge salariale, et c'est la même chose dans le platooning. On va revenir sur le transport routier de marchandises. Quelles sont les actions que vous menez, que mène votre direction pour aborder de façon prospective et concrète ce transport du XXIe siècle qu'on a décrit aujourd'hui? Alors j'ai dit tout à l'heure, nous avons la réflexion des Assises de la mobilité. Alors les Assises de la mobilité, c'était un événement le 19 septembre dernier, mais c'est aussi une série d'ateliers, des ateliers sur les transports plus écologiques, sur les transports plus numériques, plus intermodaux, etc. Et donc là, nous réunissons des élus, des experts, des professionnels pour réfléchir aux innovations de demain et surtout à la façon dont la loi et les règlements peuvent accompagner ces innovations plutôt que les freiner. L'idée, c'est bien, dans la loi d'orientation des mobilités, de lâcher un certain nombre de freins qui existent aujourd'hui dans les lois et réglementations et rendre plus facile ces innovations. Voilà. Parce que tous ceux qui sont dans la salle, manifestement, et tous ceux qui se sont succédés autour de cette table depuis ce matin, sont déjà dans l'innovation. Le transport routier de marchandises ne se sent pas toujours très bien considéré, parce qu'il est désigné comme pollueur, souvent, succession de nuisances, alors qu'en réalité, on l'a vu tout au long de la journée, il irrigue les territoires, contribue un peu à l'aménagement économique du territoire. C'est l'outil dont on a besoin, y compris dans la relation B2C, vous voyez, dans cette économie un peu digitalisée où le consommateur veut tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour lui rendre vraiment sa place et une place dont il soit fier, au fond? Je crois que le transport routier ne doit pas avoir de complexe d'infériorité. Franchement, on est dans un mode de transport dans les marchandises qui est à vitesse d'amortissement rapide et donc à innovation rapide. Je m'occupe aussi du transport ferroviaire de marchandises. Je vais vous dire que innover sur les matériels roulants, par exemple, on est sur des pas de temps qui sont de l'ordre de 30 ans. On a encore aujourd'hui des vieilles locomotives à diesel qui sont pleines d'amiante et qu'on ne peut pas traiter parce qu'entre-temps, les réglementations ont changé. Et de ce point de vue, les progrès réalisés dans le transport routier de marchandises en matière d'environnement, vous l'avez dit, en matière de sécurité, par exemple, de sécurité de la conduite, de fonctions de freinage, d'ABS, etc., ces progrès ont été considérables et extrêmement rapides. Alors là, je parle des matériels roulants, je pourrais parler aussi de l'organisation du secteur avec des entreprises de toute taille et un secteur extrêmement dynamique et un secteur qui n'hésite pas à aller chercher l'activité. Donc je crois que il y a effectivement, chacun peut avoir des avis sur tel ou tel secteur, mais en tout cas le mien sur le secteur routier de marchandises, c'est qu'il n'y a pas de complexe à avoir par rapport aux autres. Non, mais il y a une tonalité générale. Je ne dis pas du tout que vous en êtes responsable, loin de là. Mais ceux qui sont là ont le sentiment d'en être un peu victimes. Il y a une tonalité générale. Vous voyez, une chanson ou un arrière-fond de chanson qu'on entend dans la société qui est un peu accusatoire, malgré tout.
Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas avoir ce complexe. Il y a beaucoup de gens qui sont prompts à accuser tout le monde. Oui, voilà. ça c'est vrai. Et donc la question, c'est quel rôle joue tel ou tel secteur dans l'économie. Le secteur des transports routiers de marchandises est un secteur extrêmement dynamique, l'un des secteurs les plus dynamiques, avec à la fois un grand dynamisme et de très faibles marges, ce qui est tout à fait remarquable. Fort volume, faible marge. Ouais. Et une capacité de se remettre en question, de changer de normes. Vous avez des normes, j'ai en tête le nombre de mois, par exemple, auquel on est resté à l'euro 4, puis à l'euro 5, puis on est passé à l'euro 6. Ouais. Donc on est dans un secteur qui n'a pas de honte et qui peut regarder dans les yeux ses contempteurs. Alors, une partie des gens qui sont là s'interrogent aussi, et c'est bien normal, sur les conditions de concurrence. La concurrence, pour qu'elle soit loyale, il faut qu'on la pratique dans les mêmes conditions. Or, on voit bien que les frontières sont poreuses, que l'Europe laisse passer, enfin les frontières européennes laissent passer des renégats du transport aérien. Je crois qu'il faut les qualifier comme ça. Quelle attention vous portez, vous, à cette situation pour aider à retourner à une situation de concurrence plus loyale? C'est un sujet grave. C'est un sujet qui finalement dépasse le transport routier de marchandises parce qu'il est européen. C'est ça. Et c'est un sujet de ceux qui peuvent se faire fracturer ce continent. J'en suis vraiment persuadé, c'est-à-dire je participe beaucoup aux réunions européennes, je vais au Conseil de l'Union, je vais aux réunions de DG à Bruxelles et je suis frappé par la dureté et le caractère politique de l'opposition. D'ailleurs, le président de la République ne s'y est pas trompé lorsqu'il a fait son voyage dans les pays de l'Est il y a quelques semaines, avec des paroles tout à fait nettes et claires, que ce soit en Roumanie ou en Pologne, et ce qui lui a d'ailleurs attiré des paroles tout aussi nettes et claires de la gouvernante polonaise d'ailleurs. Hein. Le Premier ministre polonaise, oui. Voilà, donc ça veut bien dire qu'on est dans un sujet de premier plan. Alors la DGTM dans tout ça a essayé depuis, pas simplement les élections, mais depuis de longs mois, de constituer, je dirais, un socle commun d'accords techniques entre pays rhénans, qui s'est finalement appelé l'Alliance du routier, une alliance une espèce de conception commune de ce que doivent être les règles pour éviter le dumping et la concurrence déloyale. Alors, on pourrait détailler ce que ça veut dire, mais c'est comment user du détachement, quelle est l'exacte définition, ou la définition souhaitable en tout cas du cabotage, parce que bien sûr on ne peut pas empêcher le cabotage, mais il doit être encadré. Est-ce que l'encadrement du cabotage a une chance d'être contrôlé? Parce que c'est bien beau de mettre des règles, mais si on n'a aucune capacité véritable à les contrôler tant que effectivement le poids lourd n'est pas géolocalisé, peut-être qu'on se paye deux mots. C'est un des sujets d'ailleurs que nous avons de discussion avec nos amis polonais, tchèques et roumains en ce moment, c'est-à-dire qu'ils poussent à créer un corps de règles dont tout le monde sait bien qui seront non contrôlables. Alors, évidemment, quel est l'état du rapport de force? Il est incertain. Je pense que conseil après conseil, chacun compte ses forces et la Commission européenne essaye de trouver un consensus, mais je dois dire qu'en cette matière, sa tâche est difficile. C'est un vrai danger de prédation pour les entreprises, pour les emplois, je veux dire, même pour l'environnement. Tous ceux qui sont adhérents de la FNTR respectent les règles, des règles sociales, fiscales, comme on l'a dit, mais environnementales aussi. C'est presque un danger mortel pour ce secteur. Oui, sans vouloir employer des mots grandiloquents, mais c'est même au-delà, quelque part, c'est une conception de notre modèle social et professionnel. Européen. Est-ce que nous avons des professions où nous acceptons un dumping à un tel niveau que ça finit par ressembler aux marins philippins? Alors dans les mers, ça existe depuis longtemps, parce que la mer, c'est le royaume de la dérégulation totale, mais sur les transports terrestres, c'est quelque chose que nos pays ont toujours refusé. Donc c'est bien une question finalement de modèle de société européenne, de modèle de l'Union européenne qu'il s'agit. Ce matin, M. Latouche, le directeur régional de la Banque de France Nord-Pas-de-Calais, nous a présenté les tableaux avec l'état de santé du secteur. Ça va plutôt mieux. Les chiffres disent en substance que ça va plutôt mieux, qu'il y a un retour de la croissance. Est-ce que ce n'est pas le moment précisément d'être fort sur ces positions
pour ne pas hypothéquer ce retour de la croissance qui se traduit, on l'a vu, par des créations d'emplois. C'est un secteur qui peine à recruter aujourd'hui, mais qui offre des opportunités d'emploi, dans le cadre d'ailleurs non pas de petits boulots, mais de CDI avec des rémunérations qui sont confortables. Est-ce que ce n'est pas le moment donc de mettre le paquet ? Croyez bien qu'on met le paquet, et ça depuis bien 18 mois en fait. Alors, la ministre en parlera probablement tout à l'heure lors de son discours, mais les premières initiatives sur l'Alliance du routier datent maintenant à peu près de 18 mois. Ça a été un petit peu timide. Aujourd'hui, c'est de plus en plus organisé. Nous avons un problème clair avec l'Espagne et le Portugal, qui se sont détachés des pays rhénans, si j'ose dire, et se sont rapprochés des pays de l'Est en termes politiques. Et vraiment, nous faisons beaucoup d'efforts, beaucoup d'allers-retours à Bruxelles, beaucoup de discussions. Nous discutons dans le cadre d'une association qui s'appelle Eurocontrol Route pour mettre en place des pratiques communes professionnelles. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous mettons à la fois le paquet sur le plan technique, technologique et aussi politique, avec un round de négociations très important qui a eu lieu en juin dernier. Ce round n'est pas terminé. Le sort qui sera donné dans la directive détachement au transport routier de marchandises n'est pas totalement réglé. Et surtout, au-delà de cette question, tout le monde peut comprendre que le transport routier de marchandises est justifié d'avoir des règles particulières puisque les travailleurs se déplacent. Mais au-delà de ça, il y a la vraie question qui est en fait le but de guerre des pays de l'Est, qui est la suppression de la contrainte du cabotage. Et je crois que là, nous avons une bataille qui va être menée dans le cadre des directives du paquet mobilité, du paquet routier de la Commission, qui va durer plusieurs mois. Croyez que les autorités publiques sont très, très mobilisées sur le sujet. La règle de l'unanimité s'applique dans ce domaine aussi, ou pas ? Oui, on est sur des... On s'y est souvent heurté, on peut en bénéficier de temps en temps. Oui, alors effectivement, il y a... Alors la règle de l'unanimité, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que ça permet de bloquer un certain nombre de décisions, mais là la question c'est qu'on risque de se faire bloquer, on risque de s'auto-bloquer. Mais en tout cas, ces discussions vont avoir lieu dans les mois qui viennent. Je ne crois pas qu'elles soient faciles, enfin en tout cas ça commence de manière un peu rêche. Voilà. Merci beaucoup. Merci François Poupard de vous être prêté à ce jeu des questions-réponses. Merci monsieur le directeur. Merci, bravo.